Et salut mes petits cordons bleus. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans la description de la vidéo, zoom, on va parler Massive Darkness 2 avec la classe de l'ingénieur. On continue notre petit tour des différentes classes de ce jeu. On avait vu un personnage lorsqu'on avait fait la partie gameplay, mais on n'avait pas vu tous les personnages de cette classe-là, ni toutes les arbres de compétences possibles pour l'ingénieur. Donc il est temps de faire pareil, comme on l'a fait pour le nécromancien, le roublard et le rôdeur. Il est temps maintenant de faire cet exercice pour la classe de l'ingénieur, tout simplement. Voilà, donc les vidéos ne vont pas durer longtemps, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure grand maximum, pour vous présenter un petit peu cette classe de l'ingénieur, son fonctionnement, les trois personnages qui sont à disposition pour cette classe-là, l'exo-armure, les bottes, les bombes, bref, on va voir tout ça en détail ensemble. Allez, générique. Allez, donne-moi de l'essence, donne-moi du feu, donne-moi tout ce que je veux. Hop. Voici l'ingénieur. Alors, l'ingénieur. Parlons déjà un peu de son background. La créativité des ingénieurs ne connaît aucune limite. Je la vois déjà qui part en sucette, rien qu'en parlant. Elle leur permet de construire des armes et des gadgets utiles en toutes occasions, y compris au cœur des combats. Et si on leur en laisse le temps, ils peuvent même façonner des appareils spéciaux ou des améliorations pour leurs compagnons, destinés à renforcer leurs capacités et compétences. Si les ingénieurs peuvent vraiment remporter une bataille par eux-mêmes, leur présence dans un groupe constitue un atout de poids. Et effectivement, on a bien vu que lorsque j'ai fait la partie, eh ben, l'ingénieur tout seul, malheureusement, n'avait pas de... ça ne s'est pas bien passé, quoi. Alors déjà, pour la mise en place de l'ingénieur, on me dit de mettre les 6 jetons bombes à côté. Voilà. Des petites bombes, des grosses bombes. Le carnet de règles ici, le carnet de référence qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est très important d'avoir ce petit truc de référence, parce que ça va nous permettre d'utiliser les bombes, d'utiliser les gadgets, donc les gizmos, voilà, et du coup après un peu ce que ça fait derrière. Donc ça c'est les différents gizmos qui sont là, différents gizmos, et on va voir ça avec les différentes compétences. L'ingénieur durant son tour il n'a rien de particulier en fait, hein. Il a toujours ses 3 actions, déplacement, attaque, échange ou équipement, récupération, et sa particularité, c'est qu'il peut activer un automate. Voilà, il peut faire une action d'activation d'automate. Ça lui coûte une action à lui, mais il peut activer un automate. Les automates, ils sont 3, on va les voir après en détail dans les cartes. Encore une fois, n'ayant pas Evenfall, l'extension qui offre le mode campagne, je vais m'arrêter donc au rang 5. De cette classe, bien que j'ai les cartes qui vont du coup jusqu'au rang 8 ou 9, je ne sais plus exactement, je vais garder une certaine homogénéité avec les autres vidéos que j'ai faites, du coup oui, par rapport à ça, et m'arrêter au rang 5 pour présenter ce personnage-là. Le reste, après, c'est la découverte de votre côté, bien évidemment. Alors, 3 axes d'évolution au niveau de l'ingénieur. On peut partir sur un build à base de bombes, on peut partir sur un build forgeron ou sur un build à base de gadgets. Ça, ce sont vraiment les 3 branches principales de ce personnage-là. Donc vraiment faire des bombes, lui permet de forger des armes ou des gadgets. Voici les 3 grandes branches de l'ingénieur. Couplé à ça, 2 sous-branches, on va dire, et pas des moindres. Hein. La première, c'est l'exo-armure. Hein, donc l'exo-armure, voilà, en fait, l'ingénieur, il peut arriver à se recouvrir d'une armure, et du coup, il devient cette figurine sur le terrain de jeu, et je peux te dire que c'est légèrement badass. Ou alors les automates. Les automates, c'est que plutôt qu'avoir l'exo-armure, il peut gérer gérer des automates. Alors, contrairement aux autres classes où tu peux éventuellement prendre un niveau 1 sur une exo-armure ou
un autre niveau 1 pour partir automate. Là, l'exo-armure, en fait, va te demander vraiment d'avoir les deux ingénieurs là pour partir sur l'exo-armure complète. Alors, rien ne t'empêche d'avoir une partie haute, une partie basse de l'exo-armure, mais si tu veux avoir l'exo-armure complète, ben, au niveau 4, en fait, ben, tu vas devoir récupérer ce second... ma carte qui déconne. Récupérer cette seconde compétence qui, du coup, va te priver d'une compétence ailleurs, si tu veux vraiment avoir l'exo-armure complète. Contrairement à d'autres personnages, tu peux piocher à droite, à gauche pour te faire un build un peu sympathique. Là, si tu veux l'exo-armure, moi, franchement, je recommande vraiment de partir full exo-armure ou full automate. Voilà. On va d'abord voir le build bombe qui est ici. Alors, les bombes, qu'est-ce que c'est? Le build bombe, donc il y a bombe de niveau 1, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Les bombes, elles sont là. Voici les bombes qui sont ici. Donc, quand tu pars sur un build de bombe, donc tu prends tes petites bombes avec toi, bien évidemment, et tu prends ta carte référence d'ingénieur ici, avec les bombes. Les bombes, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, les bombes, tu défausses 3 de mana ou un objet. Et ça va te permettre de placer une petite bombe à portée magique. Portée magique, c'est ta case ou une case adjacente. Voilà, donc soit tu claques 3 de mana, soit tu peux défausser un objet. Les ingénieurs travaillent énormément avec les objets. Plus tu as d'objets avec l'ingénieur, plus tu vas être efficace parce que tu vas pouvoir les recycler. Soit en bombe, soit en gadget, soit pour forger, bref, tu vas pouvoir faire plein de choses avec les objets. Donc une petite bombe, c'est ça. Alors que la bombe soit petite ou grande, ça fait la même chose. Donc on va, avant de passer les effets des bombes, on va regarder le niveau 2. Le niveau 2, 3 de mana ou défausser un objet, tu places une petite ou une grande bombe à portée. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi placer une petite alors que tu peux placer une grande? Eh bien, sachant que des bombes, tu ne peux en avoir que 3. Des grosses bombes. 3 grosses, 3 petites. Et là, il n'y a pas le mot-clé action. Ça veut dire que tant que tu as de la mana, ou tant que tu as des objets à défausser, tu peux fabriquer des bombes. Si jamais tu as 6 objets à défausser, et que tes bombes en 2, tu peux créer 3 grosses bombes, 3 petites bombes. Et ici, quand tu arrives au niveau 3, de bombe, donc niveau 5 personnages, donc bombe en 3 de mana, où tu défausses un objet, et là tu places 2 bombes d'un coup, et pas une seule. Chacune petite ou grande au choix, donc là tu places 2 bombes d'un coup, à portée magique, elles peuvent être placées dans des zones différentes. Donc c'est que pour un objet tu fabriques 2 bombes, donc là tu t'es spécialisé dans la bombe. Les bombes, qu'est-ce que ça fait? Les bombes, ouais, c'est très très simple en fait. Les bombes, au début de la phase ennemie, on va résolver chaque zone qui contient une bombe dans l'ordre de son choix. Et on voit ça au début de la phase ennemie, avant que les ennemis ne s'activent. Défausser toutes les bombes dans cette zone et lancer les dés correspondants. Chaque ennemi présent dans la bombe subit une blessure pour chaque symbole épée obtenu, puis peut être déplacé de une zone maximum. C'est-à-dire que si tu arrives à enchaîner tes bombes de manière correcte, tu peux faire des chaînages. Bon, la petite bombe, ça fait lancer un dé jaune, la grosse, un dé orange. Mais admettons, alors c'est que je n'ai pas sorti de plateau de jeu, mais admettons que là, tu as une case ici, une case ici et une case ici, par exemple. Là, tu as un ennemi qui est là. Tu déclenches cette bombe-là, il se prend un dé orange dans la tête. Pour chaque dégât, alors pour chaque ennemi, il se prend une blessure. Et l'ennemi est déplacé. Donc l'ennemi, je rappelle, c'est une bande complète ou un monstre errant. Hein. Donc là, tout ton ennemi va déplacer ici. Et rien ne t'empêche d'activer celle-là après. Il se prend les dégâts, il peut être déplacé ici. Il se prend les dégâts, il peut être déplacé ici. En une activation de bombe, tu as réussi à faire 3 dés orange de dégâts sur ton ennemi. Et en plus, tu l'as fait déplacer. La petite bombe, c'est pareil, sauf que c'est un dé jaune. Après, rien ne t'empêche de mettre plusieurs bombes dans la même zone. Tu peux mettre 3 bombes dans la même zone. Ça, c'est pas interdit. Hein. Il n'y a rien qui te dit rien qui t'empêche de faire ça. Et à ce moment-là, tu vas lancer 3 dés orange. Alors, là, du coup, tu ne vas pas faire le déplacer d'une zone, parce que dès que tu fais péter une bombe, aucun intérêt de faire déplacer ton ennemi à côté. D'accord? À moins que tu aies plusieurs ennemis dans la même zone. Ah non, après, c'est chaque ennemi. Donc, en plus, la bombe, c'est une attaque de zone. En plus, je suis en train de voir ça en même temps. Ça, c'est une attaque de zone. Donc, tu as vraiment intérêt à faire tout un chaînage de bombes pour pouvoir faire en sorte que ça soit efficace. La contrepartie, c'est qu'en fait, au début de ta phase ennemie, tu vas résoudre les bombes qui est un ennemi ou pas à l'intérieur. C'est-à-dire que si jamais, je sais pas, ton ennemi, pour une raison de jeu, t'as anticipé le fait de mettre une bombe là, et l'ennemi, finalement, il est arrivé, il s'est passé quelque chose, un autre joueur l'a déplacé, ou bref, il y a eu un événement de jeu a fait qu'un ennemi n'est pas présent dans la zone, et cette bombe-là, elle va quand même disparaître. Tu ne peux pas la garder d'un tour sur l'autre. Par contre, c'est quand même vraiment sympathique, parce que
Tu peux mettre tes 6 bombes dans la même zone. Alors ça, bon, 6 bombes dans la même zone, il faut quand même être équipé, c'est là. Être équipé en mana, il faut au moins avoir 6 objets, et tu les défausses. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux faire 6 bombes sur un tour, il faut que tu aies 6 objets, et le tour d'après, il faut que tu aies encore 6 objets. Donc là, il va falloir demander à tes copains, il va falloir leur demander de venir t'apporter des objets. Et c'est là que la spécialisation automate peut vraiment être efficace, parce qu'avec l'automate éclaireur, qui est celui-ci dont on parlera tout à l'heure, il ne peut pas attaquer, par contre il peut ouvrir les portes, échanger et transporter des objets. Donc, on est sur quelque chose de vraiment efficace, pour la spécialisation bombe en tout cas, qui a besoin d'objets pour fonctionner. Après, on va voir que cette spécialisation de bombes, on peut la mixer avec les autres. C'est quand même vraiment très sympathique. Typiquement le forgeron. Pourquoi? Parce que là, pour 3 de mana, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux piocher un objet bande de ton niveau actuel. C'est une fois par round, mais pour 3 de mana, tu peux récupérer un objet. Objet que tu peux éventuellement te défausser pour créer une bombe. Alors tu vas me dire, oui, mais pourquoi ne pas utiliser les 3 de mana directement pour créer une bombe? Certes, mais au moins tu auras pioché un objet qui pourra peut-être être utile à toi ou à un autre membre de ton équipe. Donc le forgeron, lui, va créer des objets par la mana. Au niveau 2, on compte comme une forge. Pour 3 de mana, on pioche un objet bande dans notre niveau actuel. On compte comme une forge, c'est-à-dire que si les autres personnages sont dans notre zone, enfin dans notre case, pardon, eh bien, ils vont pouvoir faire des échanges de cartes. Ils vont pouvoir échanger 3 cartes de niveau... de niveau normal, contre une carte de niveau rare, et 3 cartes de niveau rare contre une carte de niveau épique. Enfin, niveau commun, pas rare, voilà, commun. C'est ça, c'est commun, rare, épique. Tu comptes comme une forge. Toujours pour 3 de mana, tu peux obtenir un objet de bande actuel. Là maintenant, tu comptes toujours comme une forge, niveau 3, forgeron. Pour 2 de mana, tu obtiens un objet bande de ton niveau. Donc le forgeron, lui, il va piocher des objets. Il va créer des armes régulièrement. Et au partir du niveau 2, il compte comme une forge. C'est vrai que quand tu regardes un petit peu les forges disséminées sur le plateau de jeu, eh ben, quand tu es à l'autre bout du donjon, tu n'as pas forcément envie d'aller faire tout le chemin retour pour aller à la forge, pour essayer d'upgrader 3 objets rares contre un objet épique. Eh ben, grâce au forgeron, pas besoin de te déplacer, hein. C'est lui qui fait office de forge. Donc ça, c'est vraiment aussi très sympathique. Donc là, on est sur la partie assist. Donc cette partie-là, j'ai envie de dire, tu la prends quand tu joues à plusieurs. En mode solo, franchement, bombe ou gadget, on va voir tout de suite. Et encore, même bombe et gadget, on a bien vu que quand j'ai fait la partie, je me suis fait un petit peu rétamer le fion. Partie gadget, alors partie gadget est un peu plus délicate à comprendre. Mais bon, ça se fait quand même tout seul. Au début de ton tour, tu pioches un pion dans le sac à trésor et tu le conserves en tant que gadget. C'est-à-dire que tu vas piocher dans le sac de trésor, donc tu retires potentiellement quelque chose du sac de trésor, attention, et tu le conserves en tant que gadget. Gadget de niveau 2, chaque tour, tu peux effectuer une action d'échange gratuite. Donc maintenant, une action d'échange, ça c'est gratuit, une action d'échange, c'est une des 3 actions que tu peux faire de base pour tous les personnages, et bien celle-là, elle est gratuite. Au début de ton tour, tu pioches 2 sacs dans le sac trésor. Tu en choisis un, et tu le conserves en tant que gadget. L'autre, tu le remets dans le sac. Et au niveau 3, chaque round, tu peux effectuer du coup une action gratuite. Alors là, du coup, effectivement, tu t'aperçois qu'il y a une petite problème de traduction. Là, on parle de tour, là, on parle de round, mais c'est la même chose. Au début de ton tour, alors non, c'est pas la même chose en fait. Il faut faire très attention, je suis en train de vous dire une bêtise. Ouais, c'est pas évident. En fait, ton tour, tu as une action gratuite à ton tour. Quand ton personnage s'active, tu pars sur ton tour de jeu. Je comprends ça comme ça, hein. C'est pas forcément clair en traduction. Là. Parce que là c'est tour, là c'est round, là et on parle de tour. Donc quand c'est à toi de jouer, quand tu vas faire tes 3 actions, en fait, ton tour arrive. Donc tu peux faire une action gratuite durant ton tour. Ouais, c'est la même chose. En fait, non, c'est la même chose, en fait. Parce que je vais me dire, à chaque action, tu peux faire une action gratuite en plus, mais c'est complètement con. À un moment donné, c'est chaque round, ils ont fait une erreur de traduction. Ouais, je pense que c'est chaque tour, là aussi. Chaque tour, tu peux effectuer une action gratuite, et en plus, tu rajoutes ça.
Au début de ton tour, tu pioches 2 sacs dans le sac à trésor. Tu peux en choisir un et le conserver en tant que gadget. Et tu peux payer 3 de mana pour conserver les deux. Ça fait que tu peux avoir 3 gadgets. À quoi servent les gadgets? Eh bien, c'est là que les gadgets, tu vas prendre cette petite carte-là. Et en fonction du token que tu as sorti du sac, tu vas pouvoir créer différents objets. Les gadgets sont considérés comme des objets d'une rareté similaire à la leur et ils peuvent être échangés. C'est-à-dire que tu peux typiquement créer une bombe fumigène et la passer à quelqu'un. L'ingénieur l'utilise comme consommable. Il le remet dans le sac à trésor pour utiliser un des effets de gadgets correspondants en fonction de leur rareté. Chaque effet ne peut être utilisé qu'une fois par round. Si jamais tu pioches dans le sac un token commun, eh bien tu vas pouvoir créer une bombe fumigène, une aile improvisée ou un don de transport avec. Donc gagner des relances, gagner du mouvement ou pouvoir échanger. Ça, c'est quand tu sors un objet, un token commun. Si jamais tu sors un token rare, donc les bleus, explosif sanctifié de poche, tu ajoutes un token feu à un ennemi à portée magique et tu résous immédiatement tous les tokens feu sur cet ennemi en utilisant des dés orange à la place. Donc là, du coup, tes dégâts de feu sont amplifiés. Build de réplication. Tu renvoies un consommable défaussé dans mon inventaire. Donc, un consommable défaussé, donc tu as une potion de soin, n'importe quoi, qui a été utilisée dans la défausse des objets, hop, tu la récupères. Également, en attaque, tu gagnes plus un nombre. Donc là, c'est une façon de ne pas avoir besoin de lancer de dés ombres pour activer la capacité Shadow du personnage. Les objets épiques, plus une action. 2 jetons de glace sur un ennemi à portée, donc du coup il ne bougera pas. Chaque héros dans la zone est totalement soigné et récupère tout son mana. Une potion de porteur de lumière. Et après, tu as les jetons, alors je sais plus, c'est ce que tu trouves dans la campagne en fait, là, ce qui permet de gagner des dés rouges d'attaque, des dés verts de défense, et piocher des cartes trésors. Mais ça là, du coup, je ne l'ai pas parce que c'est dans la campagne Eventfall. Donc là, on a un personnage qui est à la fois soutien et offensif, parce que en allant piocher des jetons dans le paquet de trésors, il va pouvoir créer des objets. Et ça, peu importe son niveau en fait. Parce qu'au niveau 1, du coup, s'il arrive à piocher directement un objet épique, eh bien, il va pouvoir créer une pièce porte-bonheur, un classificateur ou une potion de porteur de lumière. Voilà. Et il peut très bien créer 2 potions de porteur de lumière s'il tire 2 tokens rares, 2 tokens épiques, pas de souci par rapport à ça. Là, du coup, il en pioche 2 et il choisit, et là, il peut en piocher 2, choisir, et pour 3 de mana, du coup, il garde les 2. Donc là, on a un personnage vraiment intéressant en termes de soutien, parce que les gadgets vont lui permettre de faire énormément d'objets, en plus, qui ne sont pas disponibles normalement pour tout le monde, en fait, tout simplement. Le fait de relancer les dés ici, plus son mouvement, pas forcément. Tiens, le soin complet, là, totalement soigné, récupérer toute sa mana, ça, c'est quelque chose que tu n'as pas dans le jeu, donc tu obtiens un objet très puissant. En attaque, le fait de pouvoir faire une capacité Shadow, ça, c'est quand même vraiment très, très balèze. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont considérés comme des objets, et ils peuvent être échangés. Donc, à partir du moment où ils sont échangés, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les autres personnages peuvent les utiliser. Donc, toi, tu vas créer, je sais pas, par exemple, une orbe des ténèbres, d'accord? Et tu vas la donner à un autre joueur. Et tu dis, voilà, ça, c'est une orbe des ténèbres. Et bien lui, quand il va attaquer, il aura sa capacité Shadow. Encore une fois, très sympathique, avec l'automate. L'automate, ici, éclaireur, qui va pouvoir transporter des objets. Donc toi, dans ton coin, tu vas t'amuser à créer plein de choses, et tu vas peut-être pouvoir les distribuer à droite à gauche. Un peu comme le forgeron va pouvoir distribuer ses objets. On a vu les 3 branches principales du forgeron, il est temps maintenant de parler des branches secondaires. On va commencer par les automates. Alors déjà, pour créer des automates, il faut défausser des objets. Voilà. Alors, des objets, je rappelle que les gizmos sont considérés comme des objets. Hein, donc tu n'es pas obligé d'attendre de piocher des objets pour créer des automates. Tu peux défausser des gadgets ou des gizmos, qu'ils appellent ça ici. Tu places un automate dans la zone. En action, tu peux détruire un automate et placer une bombe dans la zone. Une petite bombe. Voilà. Donc avec ton automate, tu peux le sacrifier pour créer une petite bombe. Lien limite d'automate, tu peux en avoir qu'un. Au niveau 2,
eh bien, tu passes un automate de rando dans ta zone, tu détruis l'automate, tu passes une petite bombe dans la zone, et là, tu peux contrôler jusqu'à 2 automates. Les automates, les voici, ils sont de 3 types. Donc, soit de niveau 1, soit de niveau 2, en fonction de ton niveau de personnage. Tu as l'automate sentinelle, qui est ici, c'est simplement une tour, en fait, elle ne va pas se déplacer, elle a 2 points de vie, mais elle attaque. Au corps à corps avec un dé jaune, à distance avec un dé orange. Et il a droit à une relance. Donc c'est quelqu'un, tu le mets dans une intersection de couloir, il va pouvoir arroser à chaque fois. Donc il a une activation gratuite, et en plus, l'ingénieur peut utiliser ces 3 actions pour le faire tirer. Donc potentiellement, tu peux le faire tirer 4 fois dans ton tour. On a ici le gardien, donc une espèce de bâtiment qui est un peu le tank finalement, hein, parce qu'il a 4 points de vie, un dé blanc en défense, c'est le seul à avoir de la défense. En défense de mêlée, il obtient plus un bouclier, et il tape avec un dé jaune. Au niveau 2, il tape avec 2 dés jaunes, il a 2 boucliers, pardon, 6 points de vie, je n'ai pas montré la sentinelle ici au niveau 2. Elle a 2 points d'attaque, elle a 1 point de vie de plus, 2, non, elle passe à 5 points de vie, ce qui est pas mal, et elle a 2 dés et 2 dés en attaque. Toujours, bien évidemment, on peut détruire son automate. Si on voit que l'automate, il a quasiment plus de points de vie, on peut le sacrifier pour pouvoir créer une petite bombe dans la zone. Et enfin, l'automate éclaireur, dont on a parlé tout à l'heure, il ne peut pas attaquer, il peut ouvrir les portes. C'est le seul compagnon qui peut ouvrir les portes. Il peut échanger et transporter des objets. Il a plus 1 de mouvement. Au niveau 2, il a 5 points de vie et plus 2 de mouvement. Donc c'est qu'il peut aller très 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 vite. Donc il peut avoir 3 ou 4 points de déplacement si besoin. Et transporter des objets. Toujours on peut en plus évidemment le détruire pour faire apparaître une petite bombe sur le plateau de jeu. Il est temps de parler maintenant de ce qui nous intéresse quand même un petit peu plus, l'exo-armure. L'exo-armure, au niveau 2 et au niveau 4, tu peux t'équiper d'exo-armure. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas aller gagner une partie exo-armure, partie haute ou partie basse, à ta convenance. Tu peux t'en équiper, t'équiper comme un objet, elle ne peut pas être échangée. Par contre, c'est un objet qui ne peut pas être échangé. Et au niveau 2, alors par contre, pour l'avoir, tu défausses 3 objets pour la gagner, attention. Hein. Voilà. Et alors, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. J'ai dit une bêtise tout à l'heure parce qu'en fait, ce n'est pas une action. Et quand j'ai présenté en début de vidéo, j'avais dit qu'en fait, la partie 2, c'était le fait de gagner l'autre partie de l'exo-armure. Pas du tout. Pas du tout, en fait. Quand tu défausses ton objet, tu gagnes une partie. Donc, si tu as 6 objets, ou des gizmos, des gadgets, hein, tu défausses 6 objets et tu peux t'équiper directement avec les 2 parties de l'exo-armure qui sont ici. Le niveau 2, en fait, ça te permet de gagner la partie correspondante de l'exo-armure, mais rang 2. C'est-à-dire que tu défausses 2 parties et une partie exo-armure, de 2 objets et une partie exo-armure. C'est que si jamais je veux passer ma partie haute en niveau 2, hop, je la retourne et je perds 2 objets pour upgrader mon exo-armure. À partir du moment où l'exo-armure, donc c'est ça, hein, est activée, je ne dispose plus de mes objets. Par contre, je vais prendre ça pour l'exemple, je dispose de capacités fixes à l'armure. Donc, elle vient se mettre comme ça sur le plateau de jeu. Donc, tu as toujours, bien évidemment, ta capacité passive, ton personnage, son nom, point de vie, point de mana, voilà. Mais tu as toutes ces armes avec toi. Tu as le jet vapeur. En attaque, tu peux à distance pour lancer un dé, tu as 2 dés jaunes. La lame, point, en attaque de mêlée, pour 1 de mana, tu as plus une touche. Et tu peux lancer un dé orange et un dé rouge. Un dé jaune, un dé orange, pardon. Le casque de fer en défense, plus un bouclier pour 1 de mana. Tu as 2 dés bleus d'armure, tu as des jambes mécaniques, pour 1 de mana, plus 1 de mouvement. Et le moteur protégé, tu peux défausser un objet épique qui te donne une action par round. Donc, autant te dire qu'une fois que tu es en exo-armure, en tant qu'ingénieur, tu commences à faire un peu le café, quoi. Au niveau 2, bah c'est la même chose, mais beaucoup plus puissant. Niveau 2, tu fais des jets de flammes. Donc, autant niveau 1, tu avais 2 dés jaunes ici, autant niveau 2, en attaque, tu as 3 dés jaunes, 1 dé rouge. En attaque ici, le 1 de mana qui donne une touche, transforme en 1 de mana, donne 2 touches. 2 dés orange, 2 dés jaunes. Tu as 4 en défense. Le casque en acier, pour 1 de mana, 2 boucliers.
déplacement, tu gagnes plus 2 points de déplacement pour 1 de mana. Et là, bon, ça bouge pas, le moteur protégé, un objet épique, tu gagnes une action. Ce qui fait que, si jamais tu pars sur ta spécialisation exo-armure, une fois que tu as ton exo-armure, tu n'as plus droit à tes différents objets que tu peux porter sur toi, parce que tu as ceux de l'armure. Après, rien ne t'empêche d'équiper la partie basse et de dégager la partie haute, si tu veux conserver tes armes que tu as ici. C'est possible. Ou l'inverse. Il n'y a pas de bonus si ton armure, elle est complète. Hein, voilà, tu n'as pas de bonus en disant, voilà, l'armure est complète, vous portez ça, ça ou ça, c'est plus efficace. Et pareil pour le niveau 2. En solo, c'est clairement sur cette spécialisation qu'il faut partir. En multi, l'ingénieur est quand même orienté soutien avec ses bombes, ses gadgets, sa forge, ses éclaireurs. Mais si jamais tu dis, bah écoutez-moi les gars, vous êtes gentils, mais parmi l'équipe qu'on a constituée, je ne sais pas, peut-être que le chaman ou le moine, je sais pas, sont peut-être plus susceptibles de faire du support. Peut-être que là, il y a un paladin qui pourra nous soigner. Voilà, moi je vais partir en mode dégâts. Et bien à ce moment-là, spécialisation exo-armure. Et franchement, ça fait du pâté, quoi. Quand on a fait la partie avec l'exo-armure, c'est ma compagne qui a joué l'ingénieur. Elle est partie sur l'exo-armure. Bon, bah là, hop, elle est partie tout seule devant. Elle ratiboisait tout le monde. Elle a réussi à monter niveau 2, je sais plus quelle partie. Et roule, quoi. Et roule casquette. C'était vraiment très rigolo. Nous, on était derrière, on l'a soigné, on l'alimentait avec des objets. Bref, c'était vraiment sympa. Je ne sais plus sur quel spell elle était partie. Après, il faut voir aussi, tu peux pas avoir, ça c'est niveau 2, niveau 4. Donc tu peux pas à la fois faire automate et exo-armure. C'est compliqué. Ou alors tu restes exo-armure niveau 1 juste pour avoir ton exo-armure niveau 1 et après tu pars en spécialisation automate pour avoir au moins un automate. Ça peut être rigolo aussi. Cette classe, elle a plein de possibilités, plein de builds vraiment sympathiques à se faire. Tu peux te spécialiser dans les bombes, tu peux te spécialiser dans les gadgets, tu peux te spécialiser dans la forge, mais tu peux également être multidisciplinaire, on va dire, et te faire plaisir quand même, sans forcément monter une spécialisation à fond, parce que les automates seront toujours utiles, donc tu peux en avoir qu'un, mais il sera toujours utile. L'exo-armure, voilà, il te faut des objets pour les avoir, mais du coup, en tant que forgeron, tu peux créer des objets, ou en tant que gadget, du coup, tu peux gagner des objets. Tu vas piocher un truc, ça fait un objet. Donc au bout d'un moment, tu peux avoir des objets. La différence avec le gadget, c'est au début de ton tour, contrairement aux bombes, contrairement à la forge qui est ici, où c'est 3 de mana. C'est-à-dire que ça, tu peux le faire plusieurs fois par tour. Tandis que les gadgets, c'est une fois au début du tour. Voilà. Il est temps maintenant de parler, je vais faire une petite pause, il va être temps de parler des personnages. Allez, après cette petite coupure, il est temps maintenant de parler un petit peu des différents personnages. Durant la partie que j'avais fait, nous avions joué avec ce personnage-là, me semble-t-il, nous avions joué avec Kaylee. Kaylee, 3 points de mana, 5 points de vie, ça veut dire qu'avec ces 3 points de mana, avec le forgeron ou la bombe, à chaque tour, elle va pouvoir, au moins, en début de partie, se créer un objet. En tout cas, au début. Après, elle de gérer sa mana. Au combat, elle peut défausser un objet, et ça lui fait 2 relances. Et dans la bombe, elle peut piocher un objet bande de son niveau actuel. Donc du coup, elle a un petit moteur de pioche en faisant le résultat Shadow sur de la tête sur le dé Shadow. Alors au combat, défausser un objet pour faire gagner 2 relances. Alors effectivement, ça peut paraître sympathique. Sauf du coup qu'avec Kaylee, tu vas peut-être pas partir sur les bombes ou en tout cas sur les bombes parce que ça va demander des objets pour créer des bombes. Donc les objets, tu en as quand même pas mal besoin en tant que forgeron. L'exo-armure, il faut défausser des objets pour l'obtenir. Les automates, il faut défausser des objets. Bref, défausser un objet ici pour faire 2 relances, tu as peut-être moyen d'avoir des relances autres. Donc ce pouvoir passif, je ne suis pas forcément très, très fan du pouvoir. Par contre, le fait de pouvoir piocher un objet, c'est intéressant, parce que tu as une façon de piocher des objets en plus. Nous avons ici Daisy. Alors Daisy, c'est avec ce personnage-là que ma compagne a joué lorsqu'elle a joué ingénieur, et elle a pris beaucoup de fun à jouer avec, donc une espèce de espèce de bestiole là, sur une espèce de
Je sais même pas ce que c'est, cette espèce de monstre plante là sur lequel elle chevauche, voilà. Un ingénieur. 4 points de mana, 6 points de vie, donc c'est quand même un de plus à la fois en mana et en points de vie que Kaylee. Quand on tue un chef ou un monstre errant, on pioche, pardon, 2 pions trésors dans le sac. On les conserve en tant que gadget. Voilà. Donc c'est une façon de, en plus de piocher ça pour avoir des gadgets, d'obtenir des gadgets d'une autre façon avec ce personnage-là. Donc Daisy peut vraiment se spécialiser dans les gadgets pour pouvoir après avoir énormément de gadgets et donc énormément d'objets pour avoir son exo-armure, ses automates, etc., etc. Par contre, c'est du moment quand on tue un chef ou un monstre errant. Donc il faut se mettre d'accord avec ses petits copains, ses camarades de jeu, pour dire attendez, laissez-moi le finir, parce que ça va me permettre de piocher ça. Et du coup, éventuellement, je vais pouvoir vous le donner après, l'objet que je vais créer. Dans les ombres, on ignore tous les dés noirs et on soigne totalement tous les automates. Donc ça, c'est plutôt intéressant, ça, d'ignorer tous les dés noirs des monstres, et de soigner totalement les automates, sachant que les automates, normalement, sont des compagnons que l'on ne peut pas forcément soigner. Aïe. Et enfin, nous avons toi sur ton petit fauteuil roulant avec ta clé à molette ici dans le dos. 4 points de vie, 4 points de mana. Il a plus de points de mouvement lors de sa première action de déplacement de chaque round. Donc du coup, effectivement, avec son petit fauteuil boosté, il peut aller beaucoup plus vite. Et dans les ombres, il peut renvoyer un objet défaussé dans son inventaire. Donc lui, Gvedia va pouvoir aller chercher quelque chose dans la défausse et le mettre dans son inventaire. Donc du coup, potentiellement avoir plus d'objets, et en tout cas aller en récupérer. Donc, Daisy va récupérer éventuellement en passif quand elle tue des gadgets, enfin de quoi faire des gadgets. Toi, tu peux récupérer un objet band de ton niveau sur un résultat Shadow, et toi dans les ombres sur un résultat Shadow, tu peux également récupérer un objet dans la défausse. Voilà. Alors l'ingénieur, que dire vraiment finalement sur l'ingénieur, c'est comme je disais tout à l'heure, si tu joues en solo, franchement l'exo-armure, ça vaut son petit pesant de cacahuètes, hein, parce que bah, enfin voilà, t'es blindax, quoi. Tu arrives là-dedans, et franchement, une fois que t'es dans l'exo-armure, tu prends beaucoup de plaisir. C'est ce qu'a fait ma compagne. Elle a ciblé vraiment l'exo-armure, elle s'est concentrée là-dessus. Elle était orientée gadget exo-armure, de mémoire. Et c'était vraiment fun. Parce qu'au bout d'un moment, moi, je sais plus ce que j'avais comme personnage, je crois que j'avais le paladin, bref, moi j'étais là pour soigner, et elle partait devant à fond les ballons avec son exo-armure, et c'était vraiment, vraiment rigolo. Et elle jouait Daisy. Dans la partie solo, j'ai joué Kaylee, j'ai pas pu revêtir mon exo-armure, je suis mort avant, et j'avais pris bombe, je crois, comme spécialisation, alors peut-être pas forcément la meilleure en solo. Peut-être en solo, alors un forgeron non, gadget en solo peut être intéressant, parce que tu peux avoir des objets qui peuvent te dépanner en fait. Bon, toi, tu peux avoir de la relance, tu peux te déplacer plus vite en fonction de ce que tu récupères. Donc peut-être qu'en solo, l'option gadget est plus intéressante. En solo, l'option exo-armure, franchement, c'est dur, mais parce que l'exo-armure est quand même tellement bien foutue, tellement badass, tellement rigolote. Pourquoi partir automate quand tu peux partir exo-armure? En fait, voilà. Je pense que si jamais tu décides de jouer en mode soutien, parce que dans ton groupe, tu as vraiment du DPS à fond les ballons et du soin à fond les ballons, enfin voilà, tu peux partir en mode soutien et tu peux dire, ok, je fais pas les armures cette partie-là, je veux faire plaisir aux autres et pas à moi, et je joue automate, peut-être avec celui-là, pour aller distribuer des objets à droite à gauche que je vais créer, tout simplement. C'est tout pour l'ingénieur, on a fait le tour à peu près de ces différentes compétences, en tout cas jusqu'au niveau 5. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu orienté sur cette classe, que je trouve vraiment sympathique. Encore une fois en solo, pour jouer solo, je ne la recommande pas forcément, elle prend son plein potentiel au moins à 2 joueurs. Voilà, donc même si tu joues en solo, donc tu joues 2 personnages, ça peut être intéressant de la prendre parce qu'elle a énormément de possibilités d'interagir avec les autres et d'apporter du soutien, les bombes, les gadgets, la forge. Un personnage, tu te rends compte quand même, il est vraiment orienté soutien et support aux autres, même s'il a son exo-armure, mais rien ne t'empêche d'avoir l'exo-armure et d'être forgeron, par exemple. C'est que en fait, tu es en mode exo-armure et tu as également une forge pour tes petits copains. Il y a vraiment plein de choses à faire avec cette classe-là, mixer les compétences, voilà, pas forcément partir dans une ligne droite, mais avoir un petit peu de tout, ça peut être également très polyvalent. Donc que dire d'autre si ce n'est foncer, quoi.
Allez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez à partir de quand vous regardez la vidéo. Amusez-vous bien. Salut, salut, bye bye.